Doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton, Mme Marianne Cormier, de venir présenter le conférencier. Mme Cormier. Bonjour. C'est mieux maintenant que d'annoncer des choses pour le stationnement. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Gérald Richard, le sous-ministre de l'Éducation, du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. C'est un ami de longue date que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans et nous avons travaillé et œuvré ensemble depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment plaisant d'avoir cette tâche ce matin. Originaire de Rogersville, au Nouveau-Brunswick, Gérald Richard a fait ses études en éducation à l'Université de Moncton. Il a entrepris sa carrière en 1992 comme enseignant d'éducation physique. Il a ensuite occupé les fonctions d'agent pédagogique, de directeur d'école et enfin celle de directeur général du district scolaire 11 de 2007 à 2011. En juin 2011, il est nommé sous-ministre adjoint par intérim du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et, en juillet 2011, il devient directeur général du district scolaire francophone sud. Depuis janvier 2013, Gérald Richard est de retour au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance à titre de sous-ministre du secteur francophone. Il nous apparaît donc tout à propos de l'écouter pour qu'il puisse nous dire l'état de la situation actuelle en ce qui a trait à la dualité linguistique en éducation. Monsieur Richard? Merci beaucoup, Marianne. C'est aussi la nouvelle doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation ici à l'Université de Moncton. Donc, félicitations. Après avoir entendu la table rectangulaire, comme M. Saint-Onge l'a dit, j'espère être à la hauteur de vos attentes pour cette présentation-là qu'on m'a demandé de faire il y a déjà quelques temps. Puis, je dois avouer que j'avais été demandé par Marianne, mais Mme Claudette Lavigne aussi m'avait ramassé dans un coin d'une école ici à Moncton, puis elle ne me laissait pas aller. Donc, j'avais dit oui dans le temps, sans réaliser que les élections étaient lundi prochain, donc quelques heures. Plus ça approchait, plus les nerfs montaient un peu. Mais c'est pas grave. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Je me sens choyé de faire partie de ce congrès ici. Que la Société historique acadienne, en collaboration avec l'Université de Moncton puis le district francophone sud, a voulu présenter. Je dois avouer qu'en 1974, il y a 40 ans, j'avais 9 ans, et puis j'étais en 4e année. J'étais un peu naïf parce que je bénéficiais d'un système, pour moi, qui gratuit, éducation francophone, avec des enseignants francophones, une direction francophone à Rogersville, à l'école W.F. Boisvert, sans me préoccuper par cette bataille-là qui avait eu lieu pour assurer, ou qui avait lieu pour assurer justement ces écoles homogènes-là. Donc, je vous remercie énormément. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette bataille-là. Hier soir, quand je conduisais pour venir ici, j'entendais M. Maurice Basse qui parlait à Radio-Canada, il parlait un peu des élections, puis l'historique des élections, puis les batailles tumultueuses qui avaient eu lieu. Même un premier ministre qui avait sorti un fusil à un moment donné dans un bureau de scrutin pour sortir parce qu'on l'attaquait. Puis je me dis, oh boy, ça c'est quelque chose à connaître. Mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait eu un fusil aussi qui avait apparu dans les histoires de la bataille pour les écoles de langue homogène. Donc ça, c'est absolument essentiel à savoir. Pas juste pour nos élèves, mais nos enseignants, je pense. Il y a eu un commentaire intéressant d'une enseignante là, qui nous fait réaliser que peut-être qu'on a quelque chose à faire. J'aimerais remercier M. Ladouchard, encore une fois, pour l'invitation. J'aimerais souligner la présence de membres du conseil d'éducation du district qui sont ici, représentatifs des 3 districts francophones.
Remercier aussi les enseignants et les enseignantes qui se sont déplacés aujourd'hui, puis ont profité pour vous souhaiter une bonne année scolaire, une bonne rentrée, on est un peu tard, et aussi les gens du district scolaire. J'en profiterai aussi pour souhaiter une bonne rentrée aux professeurs universitaires qui sont aussi ici. Maintenant, on va passer un petit peu un contexte démographique. Maintenant, je n'ai pas toutes ces statistiques-là de validées. On m'a fourni ces statistiques-là. J'ai demandé qu'on me fournisse ça à partir de 1974 pour voir un peu ça ressemblait à quoi l'éducation au système scolaire au Nouveau-Brunswick dans le temps. Ce que vous voyez là, vous voyez des deux tableaux. Un tableau où on a environ 165 000 élèves en 1974. 98 000, environ 100 000 en 2014. Vous voyez qu'il y a une différence dans les deux tableaux, puis la raison pour ça, c'est qu'à ce moment-là, on cueillait les données, donc on faisait la cueillette de données, je crois, avec les deux secteurs confondus. Donc, c'était difficile d'avoir les deux séparés. Mais à partir de 1984, on était capable de nous offrir des statistiques pour les deux secteurs. Je vais attirer votre attention surtout dans le tableau d'en bas, là, quand on regarde de 1984, la population francophone dans les écoles, on parle là de 47 256 élèves, 55 élèves, et en 2014, 28 898 élèves. Regardez la comparaison avec les anglophones. Là. Vous ne ferez pas la leçon des statistiques, puis comme je n'étais pas nécessairement très fort en mathématiques, j'ose pas non plus avancer trop de conclusions avec ça, mais vous pouvez regarder ça et conclure que la baisse ou le changement démographique au niveau francophone est beaucoup plus signifiant. On parle d'à peu près de 40% pour les francophones, puis 27% pour les anglophones. Puis ça, c'est inquiétant. C'est quelque chose qu'on doit connaître, puis qu'on doit attaquer, même si la dualité, elle est là depuis 1974, ou en partie, elle est là depuis un peu avant, mais elle est là depuis 1974 officiellement. Imaginons-nous que si on n'avait pas eu ces batailles-là qui avaient eu lieu dans toutes les régions de la province, où on serait avec la population étudiante en 2014. Je pense que c'est qu'on serait peut-être à une autre place. Puis on peut se compter chanceux d'être quand même à 28 898 élèves. Par contre, il ne faut pas se dire très content de voir ça. On a du chemin à faire pour s'assurer que ces élèves-là, qu'on maintienne. Il y a un petit peu de ça qui se fait maintenant dans le secteur francophone, même qu'on a perdu plus d'élèves anglophones dans le secteur anglophone que francophones l'année dernière. Donc ça c'est rassurant. Mais on a besoin de faire bien plus que ce qu'on fait. Et la dualité, c'est une chose importante, mais on a besoin d'aller au-delà. Les principes fondamentaux sur quoi on se base pour la dualité en éducation, c'est un acquis important, comme je l'ai mentionné, dans notre système éducatif. Il faut en être très fier. Parce que c'est un modèle unique au pays, ça a été mentionné à quelques reprises ce matin, mais c'est vraiment un modèle unique au pays, puis il faut en être très fier. Puis, ce qu'il faut faire maintenant, c'est en parler davantage. Pas juste à nos élèves. Rodrigue mentionne souvent qu'il on parlait à nos jeunes au secondaire de ce que c'est que les réalités. Je me rappelle d'une petite histoire que Rodrigue racontait en ce qui concerne l'enseignant versus l'élève. Il faut leur poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Est-ce que si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que c'est que vous allez penser d'inscrire vos enfants dans des écoles francophones, des choses comme ça? Il faut se demander vraiment si ces choses-là se passent dans nos écoles. Il faut le faire. Il s'agit d'un principe fondamental qui concrétise notre droit comme Acadiens et francophones d'avoir des écoles homogènes de langue française. Le droit de gestion est la forme que prend ce droit de gestion scolaire qui permet à notre communauté de définir les grandes orientations en matière d'éducation en tenant compte des besoins particuliers, se donner une école qui nous ressemble et qui nous rassemble. Un petit peu le contexte juridique, là, puis je n'ai pas la prétention d'être juriste et connaître tout les choses au niveau légal, mais je peux vous dire que dans la loi, là, le concept de dualité,
il est enchâssé dans cette loi qu'on appelle la loi sur l'éducation, dans l'article 4. Okay? L'article 4 est divisé en deux parties importantes. La première qui dit que 2 secteurs d'éducation distincts sont établis, comprenant sur tout le territoire de la province des districts scolaires de langue française. Et la même chose pour les anglophones. 4. À chacun des 2 secteurs d'éducation établis, ça, on parle ici du ministère, puis ça, je vais en parler davantage et un petit peu plus en détail tout à l'heure, est affectée une division du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et surveille la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et des services éducatifs. Donc, c'est tel quel dans la loi scolaire. On peut prendre pour acquis ces choses-là, mais on est la seule province qui a une loi sur l'éducation au Canada qui enchâsse ce concept de dualité. Donc, elle est importante. Ces phrases-là sont très importantes. Ce que je vous montre là, c'est une carte qui parle des 3 conseils d'éducation francophones au Nouveau-Brunswick et les 4 conseils d'éducation anglophones. Puis vous verrez que... puis ça, la réorganisation des districts, on a vu des statistiques au début qui parlaient de 33 districts, ça a monté après 74 à environ 42, puis là, ça a diminué constamment. Depuis, on a parlé d'à peu près 40% moins de districts et 40% moins d'écoles. On parle de 314 dans la province au total. 93 sont francophones. Une qui se construit tout de suite à Saint-Jean, dans la région de Quispamsis. C'est un acquis. On est chanceux d'avoir une école qui se construit là pour accueillir des francophones. Puis vous voyez que juste en plaçant l'école dans la région de Quispamsis, il y a une montée d'inscription qui se fait. Parce que c'est qu'on est obligé d'aller à Samuel-de-Champlain si on restait à Quispamsis ou dans les régions un peu en ruralité. Mais il y a une école qui se construit tout de suite. Elle devait ouvrir malheureusement en septembre, mais pour toutes sortes de raisons, il y a eu des retards dans la construction. Elle ouvre en janvier. Donc vous la voyez dans la partie sud. J'aimerais aussi annoncer qu'il y a une école qui se construit à Fredericton Nord. Elle ne compte pas parmi les 93 tout de suite, mais elle comptera l'an prochain. Puis ils viennent d'annoncer aussi une école Champlain ici à Moncton, puis d'autres besoins qui se font criants dans la région de Dieppe. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le sud, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas nécessairement reluisant quand on regarde les chiffres dans sa totalité. Les 3 conseils d'éducation francophones, on a mentionné qu'il y avait à peu près 29 000 élèves. Dans le nord-ouest, on parle d'un conseil d'éducation d'environ 5 000 élèves, un petit peu plus que ça. Citez-moi pas sur les chiffres. Il y a 8 conseillers scolaires qui représentent la région du nord-ouest avec un élève conseiller. Dans la région du nord-est, il y a à peu près 10 000 élèves maintenant, puis le président, M. Jean Guerriot, fait partie de la salle. Pourra vous en parler avec beaucoup plus de détails si jamais vous avez des questions. Mais il y a environ 10 000 élèves, puis on a à peu près 10, je pense, conseillers dans la région du Nord-Est, incluant l'élève conseiller. Dans le Sud, il y a environ 13 000 élèves, puis il y a 11 conseillers, incluant l'élève conseiller, je crois. En ce qui concerne les anglophones, juste pour comparer un petit peu, ils étaient à 7 avant la réorganisation. Conseil, ça a descendu à 4. Il y a des districts scolaires dans les secteurs anglophones qui sont à 23 000 élèves. Il y en a 2, en fait, le sud et le ouest. Dans la partie est, environ 18 000 élèves. Puis dans la partie nord, on parle d'un plus petit chiffre d'environ 6-7 000 élèves. Mais il y a moins de conseillers en proportion pour les anglophones que pour les francophones, qui peut être une bonne nouvelle. C'est une considération spéciale qui a été faite, je pense, pour les francophones. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est gagné là, en ayant ceci. Puis le fait qu'on a encore 3 conseils d'éducation. La réorganisation aussi, pour votre information, le Nord-Ouest n'a pas changé. Il y avait eu, lorsque c'est que la première carte, si vous vous rappelez, avait été soumise, et j'étais à ce moment-là au ministère en tant que sous-ministre adjoint, il y avait eu des communautés d'intérêt qui avaient soumis plusieurs commentaires, des conseils d'éducation qui avaient voulu rencontrer le ministre du temps pour assurer que les communautés d'intérêt soient respectées dans la nouvelle fente des conseils d'éducation. Et finalement, c'est le résultat de ces commentaires-là. Du côté anglophone, ça a passé, ils n'ont pas changé ou ils n'ont pas révisé. Maintenant, dans la partie qui est un petit peu plus, si vous voulez, il y a plus de détails ici, mais c'est la structure qu'on voit au ministère. Vous venez de voir ce qui se passe au conseil d'éducation, dans les conseils d'éducation.
Mais au ministère de l'Éducation, on a le ministre ou la ministre qui est en haut, puis je pense que, je prends pour acquis que vous connaissez un peu ça déjà, mais c'est important de passer rapidement. Vous avez le sous-ministre francophone, c'est moi qui occupe ce poste-là aujourd'hui, puis ça fait depuis janvier 2013, comme Marianne l'a mentionné, mais je peux vous garantir, M. Saint-Onge, que je ne ferai pas 15 ans comme vous l'avez fait. Il y a aussi dans la structure le sous-ministre adjoint qui est M. Luc Canfield, qui s'occupe des services éducatifs francophones, et une direction générale qui est Marcel Lavoie, qui est ici, assis en avant. Marcel Lavoie s'occupe surtout de la partie, tout ce qui est programme d'études, ce qui est évaluation des programmes d'études, les conseillers pédagogiques qu'on peut retrouver au ministère. Marcel Lavoie et ses directions qui sont aussi, aujourd'hui, il y en a quelques-uns ici, font justement tout le travail. Le même travail, dans le fond, que du côté anglophone. Il n'y a pas de nombre exact qui dit des anglophones, même si vous avez 70 000 élèves, vous avez tant de postes. Du côté francophone, vous en avez 28 ou 29 000, vous avez tant de postes en proportion du nombre d'élèves. Pas du tout. C'est intéressant. Quand tu fais un programme d'études, ça te prend le même monde pour le faire en français que ça te prend en anglais. Donc, vous voyez deux boutiques d'à peu près la même taille. Ça varie un petit peu, mais ce n'est pas des décisions qui sont prises par le gouvernement de changer les chiffres. C'est une décision qui est prise chez nous pour voir comment on peut devenir plus efficient. Vous voyez que ces boîtes-là, des boîtes qui sont rectangulaires, ça, c'est la partie qui est enchâssée dans la loi. Okay? On parle de la partie enchâssée dans la loi. Je vais revenir aux bulles, là, parce que ça, c'est la différence qu'on voit depuis 2011, 2010. Puis je vais en parler un petit peu plus. Du côté anglophone, on a la même structure. Il y a au milieu la partie administrative qui est occupée par un sous-ministre adjoint des services généraux. Puis là, on trouve le transport, des politiques de planification, communication. Il y a des postes très clairement définis qui appartiennent aux deux secteurs qui font partie de ce qu'on appelle les services généraux, les services communs. Maintenant, en 2010, lors de la dernière élection, le gouvernement qui a pris le pouvoir à ce moment-là avait dans sa plateforme d'intégrer la petite enfance sous le ministère de l'Éducation. Il l'appelait autrefois ministère de l'Éducation, mais dans la plateforme du dernier gouvernement, on a voulu intégrer ce qui appartenait au développement social. Toute cette boutique-là appartenait au ministère de Développement social, un ministère qui n'a pas la dualité, qui n'est pas enchâssé dans sa loi, et qui, dans cette plateforme, nous obligeait ensuite de s'assurer d'intégrer le personnel qui est à la fois dans un autre édifice, puis dans les régions, parce qu'il y a du personnel qui fait les régions, de les intégrer au fur et à mesure à l'intérieur du système d'éducation. On a rebaptisé le système d'éducation, le ministère de l'Éducation, au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. À ce moment-ci, on est responsable pour les services de 0 à la 12e année. Autrefois, on partait de la maternelle. Donc, la partie que vous voyez rectangulaire, ça commençait, les programmes d'études et tout, à partir de la maternelle, ça s'en allait jusqu'à la 12e année. Maintenant, avec le groupe de la petite enfance qui vient nous arriver, on part de 0 et on monte jusqu'à la 2e année. Il y a toute qu'une intégration à se faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est beaucoup plus complexe. Je me rappelle d'avoir été à la direction générale du district francophone sud ici, puis de dire, je veux absolument que ça soit fait rapidement. Là, j'ai réalisé très vite, lorsque j'étais là, que ce n'était pas évident. Mais il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis 2010. Maintenant, 2010, les gens ne sont pas déménagés dans l'édifice la même journée que le ministre. Ça a pris quelques temps pour se faire. Il y a eu des gens qui sont entrés graduellement. Puis, ce que c'est que ça a forcé, sans que la loi soit changée, parce que ces gens-là, ils soulèvent la loi sur la petite enfance et non pas la loi sur l'éducation encore, aujourd'hui. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça nous a forcé, par l'entremise des conseils d'éducation, puis des rencontres de forum, puis des rencontres qu'on a depuis avec le ministre, de dire,
bien que vous arrivez de développement social, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est qu'on va demander des services bilingues. On n'acceptera pas ça. Ça a été clairement identifié par les conseils d'éducation. Et ça nous a forcé d'avoir une structure ou de travailler une structure qui ressemble beaucoup à la dualité. Puis c'est pour ça que j'ai voulu, dans cette diapositive-là, les placer sous la lignée du secteur éducatif francophone et anglophone. Maintenant, vous voyez que le sous-ministre adjoint s'occupe encore en maternelle 12, mais on est en train d'élargir ce rôle-là à 0 à la 12e année, qui n'est pas évident non plus, parce qu'on doit travailler avec Mme Nicole Gervais, qui est la direction générale, puis c'est pas que c'est difficile parce que c'est Nicole Gervais, elle est très, très bonne, elle est d'origine du Nord-Ouest, puis connaissait très bien son domaine, le développement social, est une personne absolument essentielle dans l'intégration. Mais pour avoir une inclusion complète du système de la petite enfance, au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, ça va prendre du temps, ça va prendre encore beaucoup de travail. Puis on veut éventuellement voir qu'il y a du personnel qui relève maintenant encore de ce qu'on appelle la partie 1 du ministère, qui relève des conseils d'éducation. C'est-à-dire qu'on passerait la clé. On ne veut pas passer cette clé-là. Je ne dis pas que le système, c'est un citron, là, pas du tout. Mais on veut s'assurer que le tout est bien intégré avant de passer cette clé-là au conseil d'éducation. Puis ce n'est pas une question de pouvoir, c'est vraiment, on sait que la gérance appartient là, mais ça va se faire en bonne et due forme. Il y a 3 directions depuis l'intégration qui s'est faite en 2011. Il y a 3 directions qui ont été embauchées, qui travaillent à partir des districts scolaires, ce qui n'était pas là avant. Là, il y a l'association Famille, Petite Enfance, des associations, il y en avait 17 avant, qui offraient des services d'intervention précoce de 0 à 8 ans partout dans la province. C'était bilingue. Quand j'écoutais les panélistes ce matin, je me disais, c'est à peu près, on est en train de vivre ça peut-être pas à la même échelle, pas du tout, j'ai pas cette prétention-là, mais on voit vraiment des liens ou des parallèles à faire là. Il y avait des agences qui intervenaient, des agences bilingues qui intervenaient à la fois dans les 2 langues. Il y avait du personnel dans ces agences-là qui étaient unilingues anglophones, d'autres francophones. Mais là, on est en train de... Non, faire un ménage, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce qu'on a fait depuis 2013, à partir du 1er avril 2013, ces agences-là qui offrent un service par l'entremise de contrôle du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, on a voulu réduire le nombre de 17 à 7. 3 francophones, il y a 3 agences maintenant francophones qui sont directement superposées sur le territoire des districts scolaires et 4 anglophones. Donc, à partir de 2013 seulement, ça a pris 2 ans avant qu'on passe par le processus de soumission et tout, puis qu'on prenne de 17, qu'on en fasse 7, puis on a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que ces services-là offrent exactement ce qu'on cherche pour les élèves du Nouveau-Brunswick, pour les jeunes du Nouveau-Brunswick. Aussi, ces agences-là offrent les services de transition, l'évaluation à la transition pour ceux et celles qui connaissent, qui sont dans le domaine tout de suite. Ils ont commencé à offrir des services d'évaluation pour s'assurer que les jeunes, dans le développement global de l'enfant, sont prêts pour faire la transition au système scolaire. Ils travaillent de près dans les districts avec les gens qui sont les directions, mais aussi les équipes de gestion des districts scolaires. Il y a aussi, durant le mandat de ce gouvernement ici, eu un changement des services d'orthophonie Parle-moi qui appartiennent à la santé, qui ont été transférés au système scolaire. Ils ne venaient pas du développement social. Eux autres, ils venaient directement de la santé. C'est des orthophonistes qui offrent un service à la petite enfance. Ces gens-là ont été transférés directement dans les conseils d'éducation sous la tutelle des districts. Donc, éventuellement, ce qu'on voudrait voir, c'est les gens qui travaillent pour le domaine de la petite enfance faire la même chose, mais là, c'est une plus grosse boutique, il y a plus de gens sur le terrain et tout. La direction générale de cette boutique-là, la bulle que vous voyez dans le centre, Mme Nicole Gervais, travaille pour rendre cette job-là désuète. Elle le dit clairement, elle le dit ouvertement. Moi, je suis là pour m'assurer que lorsque c'est qu'on sera prêt, il n'y aura plus de direction générale pour la petite enfance. La direction, qui est Mme Josée Nadeau du secteur francophone maintenant, relèvera directement du sous-ministre adjoint du secteur francophone. Puis la même chose du côté anglophone.
Tout de suite, j'ai eu la question qui m'a été posée déjà, à savoir à qui se rapporte cette dame-là, Mme Nicole Gervais. Elle se rapporte présentement aux deux sous-ministres, mais ça ne veut pas dire que moi et mon homologue John McLaughlin, on s'assoit ensemble pour parler à Nicole Gervais. Nicole rencontre moi-même sur une base bimensuelle pour discuter des affaires francophones et de la façon que nous, on gère notre système et les défis qu'on peut y retrouver, et puis comment on peut faire pour améliorer la transition et la vitesse de la transition. C'est sûr que les conseils d'éducation, par l'entremise du travail que la FNB a fait, et les conseils d'éducation, la pression qu'on a fait, et tout ce que le GACEF fait, la PALC et tout, il y a eu une grosse mobilisation de la part du secteur francophone pour s'assurer que le domaine de la petite enfance prenne sa place, parce que c'est une question de survie ici pour les francophones. Donc nous, on pousse plus, si vous voulez, que le secteur voisin. Qui est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce qu'on voit une concertation, puis je parlerai de la PALC un petit peu tantôt. Ce domaine-là de la petite enfance, c'est eux autres qui sont garants des services de garde qui sont partout dans la province. Puis ça, je n'oserais pas nécessairement parler de tous les détails de ça parce que c'est pas parce que je ne veux pas en parler, c'est parce que je ne connais pas toutes les statistiques en lien avec ceci. Mais il y a 767 services de garde officiels dans la province, dont 300 quelques relèvent de la nouvelle structure des territoires, des districts francophones, qui est une bonne chose quand on regarde les proportions. Mais il y a encore des services de garde bilingues dans la province. Il y en a au titre d'à peu près 80, une centaine, quelque chose du genre. Puis il y en a qui offrent des services différents. Il y en a qui c'est des services 3 heures de français par jour ou quelque chose du genre. Puis il y en a qui c'est séparé à l'intérieur du service de garde. Mais il y a du travail encore à faire là. Puis quand je dis ça peut prendre un petit bout de temps, c'est justement pour essayer de voir comment on peut faire pour arriver. Mais on voit vraiment une force, là. Il y a une force de frappe qui se fait par les francophones pour assurer que les services de garde soient faits en français pour les jeunes francophones. Là, Marianne, tu n'as pas ton petit drapeau de... Il faudra peut-être que tu me le flashes, là, parce que moi, je peux prendre la parole et oublier ce que je suis. Je pense que c'est ça pour le service de la petite enfance. Je pourrais en parler plus longuement, mais encore une fois, c'est nouveau. Puis il y a des changements à faire, puis éventuellement, ce que c'est qui relève du service de la petite enfance ou cette loi-là relèvera éventuellement de la loi sur l'éducation. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. Mais il y a une belle collaboration qui se fait de part et d'autre. Maintenant, je vais vous parler des réussites que c'est que le secteur francophone vit depuis un certain temps. Parce qu'on a vu le chiffre du 28 000 élèves, puis une chance qu'on a eu l'actualité, parce que je pense que c'est encore plus bas, comme j'ai mentionné au début. Il manque encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer qu'on maintient, puis peut-être faire croître ce chiffre-là. Garder les élèves dans notre système, et on a travaillé de très près avec Marianne pour avoir des statistiques, Rodrigue aussi, du nombre d'élèves qui ont le droit d'être dans notre système francophone, qui sont encore dans le système anglophone, pour les différentes raisons que vous avez entendues ce matin. Il y en a plusieurs milliers, puis si on avait tous ces élèves-là dans notre secteur, on pourrait voir ce chiffre-là augmenter. Okay? Mais ça prend la ressource qui vient avec aussi pour accommoder ces jeunes-là qui nous arrivent, qui ne parlent peu ou pas la langue. On travaille là-dessus. On a créé, puis ça, c'est pas le ministère, c'est vraiment là où je suis fier de dire que c'est vraiment un effort concerté avec la communauté du Nouveau-Brunswick francophone. On a créé ce qu'on appelle et qu'on a lancé au mois de mai-juin dernier, la politique d'aménagement linguistique et culturel, ce qu'on appelle communément la PALC. Vous allez peut-être entendre parler de ça. Vous allez certainement entendre parler plus souvent à partir de maintenant, si c'est la première fois que vous en entendez parler. Si vous avez fait partie de la table du GACEF, autour de cette table-là du regroupement, j'oublie le titre, le groupe d'action suivi à la commission, vous le voyez, groupe d'action commission au suivi de la commission de l'école francophone de Gino, et dont Gino fait partie de la salle aujourd'hui. Ce GACEF-là, je pense, ça a commencé en 2008. Puis il y a eu gros de travail de fait pour voir que les recommandations de Gino, du rapport de la commission Leblanc, soient implantées. Une de ces recommandations-là, c'était justement de se développer une politique. Et Marcel Lavoie, qui est assis ici avec Sophie Lacroix, qui est aussi dans la salle, ont été des personnes clés
pour commencer ce travail-là. L'Ontario, on avait déjà une. On avait été chercher une certaine personne qui avait travaillé sur celle d'Ontario, mais on a commencé ça graduellement et finalement, on a pu le lancer avec une fierté. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, en juin. Il y a le curriculum éducatif des établissements de garderie éducative. Il y a maintenant un curriculum pour les garderies éducatives qui est unique pour les francophones, qui a été créé par les francophones pour les francophones. Ici, c'est Mme Rose-Marie Duguay qui l'a élaboré en grande partie avec de l'aide, certainement, avec des collaborateurs. Mais on en est très fiers. C'est un très beau curriculum. Puis ça, c'est pour les garderies. Il y a aussi un curriculum qui existe pour les anglophones, mais nous, on a notre propre curriculum. Ça, c'est une fierté pour nous. Ensuite du curriculum, les services de garde et leur association ont voulu développer un document d'accompagnement qu'on appelle la stratégie J'imagine. Ça a fait fureur ça, dans la province. On est très content de cette stratégie-là, puis on est pour parler avec l'Association des parents francophones et aussi la Société des garderies, l'association, pour voir à une partie 2, une phase 2, faire de la formation aux éducatrices de petite enfance. Il y a le modèle des écoles communautaires aussi. Le modèle des écoles communautaires, quand j'entendais Rodrigue dans ses présentations ici et là, partout au niveau national, lorsque j'étais à la direction générale, Rodrigue et Réal alors, Marianne Cormier, ces gens-là sont des notoriétés, au niveau national et international, puis on entendait beaucoup parler de ce qui se faisait en milieu minoritaire, puis on parlait du mot communautarisant. Je pense que c'est un mot qui a été inventé par Rodrigue, ça, hein, je crois. Mais tout ce concept-là de s'assurer que notre jeune ne soit pas enseigné dans un milieu hypothétique, ou qu'on enseigne pas un jeune hypothétique dans un milieu très fermé. Il faut que ce jeune-là soit en relation directe avec sa communauté. Il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé en 1974 et dans ces années-là et dans les années subséquentes par rapport à cette bataille-là pour garder le français vivant. Il faut avoir cette relation bidirectionnelle-là entre la communauté et l'école. C'est absolument essentiel. On parle d'entrepreneurial aussi au niveau provincial. On veut que nos jeunes s'entreprennent davantage. On veut que le jeune soit citoyen actif aujourd'hui, qui n'attendent pas d'être sortis de l'école pour être connaissant de ce qui se passe jour le jour. Il y a des initiatives aussi, des très belles initiatives qui se font avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, entre autres la chanson, il y a les As sur roue, engagement des élèves enseignés et tout ça. C'est incroyable ce qu'on voit faire la Fédération des jeunes. Puis ça, c'est unique chez nous parce que le secteur anglophone nous regarde avec envie quand on voit ce qui se passe là. Puis on a été capable d'aller chercher des Lisa Leblanc qui ont percé le marché au niveau, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais au niveau québécois et national. Et je pense qu'elle est nominée pour un prix d'artistes québécois qui sont plus illustrés à l'extérieur du Québec. J'ai entendu qu'il y avait quelque chose de ce genre-là, puis ça a fait un peu le brouhaha au Québec. Vous voyez ici ce GACEF-là dont je parle et ce mouvement-là de développer une politique d'aménagement linguistique et culturel en juin 2013. Vous voyez ici des participants. C'est un travail, je me rappelle que Marcel est rentré dans une salle, j'étais là avec mon président de conseil du temps, M. Roger Martin. On était à la salle, puis Marcel est rentré avec une affaire de symphonie. C'était une symphonie à 3 morceaux. Personne ne comprenait à ce moment-là. Mais lui avait une vision d'arriver à se développer une politique qui allait nous assurer, pas juste le système d'éducation, mais tous les organismes, toute la francophonie a une responsabilité pour s'assurer de maintenir cette langue vivante-là et cette culture qui est si riche pour nous. Vous voyez une photo ici de ce groupe-là qui est en action en juin 2013. Une année après, on a pu faire le lancement. La politique, on va faire une petite plug tout de suite. Il est important, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur la tablette. On veut que les gens la lisent, on veut que les gens la comprennent, on veut que les gens appliquent certaines stratégies qui leur sont peut-être plus pertinentes. Il y en a pour les fins et les fous là-dedans. Il y a 48 stratégies qui ont été développées sous 5 axes d'intervention: le partenariat école, famille et communauté, vitalité du système éducatif, construction identitaire,
petite enfance et réussite éducative. On est tout de suite avec le GACEF en train de développer une stratégie de mise en œuvre pour s'assurer que chacun et chacune puisse jouer son rôle dans cette francophonie ici pour justement maintenir ce chiffre-là de 29 000 élèves et possiblement le faire croître, et je le souhaite, je le pense possible. Et en tout cas, ça va prendre des gens qui vont y travailler. Lorsqu'on a présenté la PALC, Sophie Lacroix, qui était avec moi lors de la présentation, on préparait une présentation, elle dit qu'il y a des gens, des chercheurs de partout du monde qui attendent justement d'avoir le document pour sauver le Gaelic en Irlande. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire que ça s'applique, M. de Varenne, qui a fait un commentaire que ces batailles-là ou ces pratiques-là que nous, on adopte ici au Nouveau-Brunswick peuvent s'appliquer ailleurs dans le monde. Donc, je vais donner un petit exemple aussi, que la municipalité de Dieppe a appelé justement au ministère pour voir comment on pouvait s'approprier de cette PALC-là. Et puis, Sophie a été faire une présentation, ils ont mis un comité sur pied, ils sont en train de développer un plan d'action en se liant directement aux stratégies qui sont identifiées dans le document. Avant de passer aux questions, je pense que je suis dans le temps. 2 minutes, OK, 2 minutes, je sais. Monsieur Hector Cormier a mentionné tantôt qu'il serait intéressant d'avoir un manuel scolaire ou un bouquin qui parle de l'histoire de l'Acadie, peut-être plus précisément par rapport à la dualité, cette bataille-là qu'on a vécue pendant les années 70, qui n'est pas toujours gagnée, mais qu'on prend pour acquis souvent. Il y a un beau livre, là, qui est un beau manuel scolaire qui vient tout fraîchement de sortir, qui a été écrit, qui a été élaboré par les francophones pour notre système francophone. Et je suis fier de pointer l'auteur de ce bouquin-là, Mme Sylvie Ladouceur, qui est ici avec nous, qui se trouve la fille de M. Ladouceur. Je viens juste d'apprendre ça, excusez-moi. Mais ça a été fait. C'est pour les 3e et 4e années. Il a été fait en collaboration avec Maurice Basque. Et puis, après d'avoir entendu ce qu'on vient d'entendre, je pense que le ministère a un rôle à jouer pour voir si on ne peut pas en développer davantage. Comme ceci, hein, Mme Sylvie, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans pour voir si on ne peut pas être un petit peu plus précis par rapport aux batailles qu'on vient de peut-être réaliser, qu'on a peut-être oublié. Sur ce, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. J'espère que j'ai été à la hauteur des attentes, puis j'espère pouvoir répondre aux questions de façon qu'un fonctionnaire le fait 2 jours avant les élections. Oui, alors je voulais inviter la période de questions et on va procéder de la même manière qu'après la table ronde ou la table rectangulaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous diriger au micro dans la salle et je vais animer, mais je vais permettre à M. Richard d'y répondre quand même. Alors, M. Cormier, oui? Quelle manière de faire fonctionner ça? L'autre marche. Est-ce que l'autre travaillerait? Oui, il a dit que l'autre fonctionne, oui. En attendant, peut-être juste une petite anecdote, tweetez pas ça, mais la salle de cabinet, lorsque M. Saint-Ange était là, je crois, dans ses années de haut fonctionnaire ou de sous-ministre, il était dans la salle de cabinet, puis lorsque le premier ministre présidait, j'ai l'impression qu'en arrière de lui, j'ai pas l'impression, je l'ai vu de mes yeux, il y avait une belle grande photo de la reine. L'année passée, il y a eu un déménagement de l'édifice du Centenaire à l'édifice Chancerie, juste en face. Puis la nouvelle salle de cabinet, ce qui se trouve en arrière du premier ministre lorsqu'il préside, c'est une belle grande peinture de Raymond Martin. Donc il y a quelque chose à dire. Bon, alors, mes 2 questions. D'abord, on dit que ça coûte plus cher l'enseignement
chez les francophones. Moi, j'ai deux arguments que je donne à ceux qui ne savent pas pourquoi ça peut coûter plus cher pour les francophones que les anglophones. D'abord, on dit que dans le Nord, parce qu'il fait plus froid, ça coûte plus cher à chauffer les écoles. Deuxièmement, mais ce n'est pas exclusif au Nord, mais parce que on a moins de marché. Tout le matériel didactique, tel que les livres que vous venez de nous montrer, coûte cher. Je voudrais que vous me disiez d'autres arguments pour que je les ajoute quand j'ai parlé de ça. Deuxièmement, pour ce qui concerne la petite enfance, si j'ai bien compris, tous les bulles qu'il y a en bas, les 5 bulles, ça, c'est ce que la dame, la directrice, souhaite qu'ils disparaissent pour que la petite enfance vienne faire partie. Non? Alors, vous pourrez me répondre ça. Je croyais que vous aviez dit que sa fonction à elle voulait que ça disparaisse, pour que tous ces services-là fassent partie du secteur des services éducatifs. Alors, ma question, ça serait celle-ci. C'est drôle que ça ait pris autant de temps à sortir d'un ministère du développement social pour arriver à l'éducation, comme c'est drôle que ça soit parti de la santé pour arriver à l'éducation. Il me semble que l'éducation, c'est l'éducation. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'opposition de la part des garderies qui sont bilingues? Puis est-ce que c'est une question financière pour les gens qui ont ces garderies-là? Je voudrais que vous élaboriez, si vous pouvez, un peu avant les élections, vous parler de ça. On va commencer par la plus simple. J'ai oublié. La première, c'était... Ah, OK. La question de financement. La question de financement a été abordée lors du rapport de la commission Leblanc en 2008. M. Leblanc avait demandé ou avait fait une recommandation de chiffrer ce que ça coûtait de plus cher pour la minorité. Suite à cette recommandation-là, il y a eu, parce que c'était difficile, je me rappelle qu'on a voulu nous poser la question, j'étais à la direction générale, ça coûte combien de plus pour faire marcher le système francophone? J'étais à Richibouctou. Je n'avais jamais fait fonctionner un système anglophone, donc je pouvais juste dire ça coûte plus cher. Pour les manuels scolaires, ça coûte plus cher, des choses comme ça. Mais je n'avais pas de substance dans ce que je disais. Puis c'était la même chose dans les 5 districts francophones du temps. C'est Mme Lucille Colette qui avait été mandatée, je pense, pour mener un groupe qu'on appelait le comité des experts, dont Marianne Cormier a fait partie, M. Serge Roussel et Lucille. Il y avait juste 3 personnes. Eux autres ont fait un travail assez exhaustif pour justement définir ce que ça pouvait coûter de plus pour le système francophone. Puis il y a un rapport qui a été écrit, il y a un sommaire et un rapport qui a été écrit avec des recommandations suite à ça. Et Marianne se ferait plaisir, M. Cormier, de vous le remettre. Je peux vous le remettre moi aussi, mais j'ai l'impression que Marianne a accès à ça rapidement ici. Puis ça dit exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Suite au comité des experts, c'était pas encore clair le chiffre que ça pouvait coûter. Donc, on a demandé à M. Pierre-Marcel Desjardins, qui est économiste ici, de faire un travail pour voir ça coûtait combien de plus pour le système francophone. Et M. Desjardins, pendant une pleine année, a fait un exercice aussi de vérifier, de faire des études, d'aller colliger déjà des études qu'il y avait, mais essayer de trouver des arguments pour voir quelles sont ces raisons-là pour justifier, non seulement dire que ça coûte ça, mais justifier pourquoi ça coûte ça dans certains domaines, entre autres la petite enfance et des choses comme ça. Et le chiffre que M. Pierre-Marcel Desjardins a dit, c'est public maintenant, on parle de 13 millions environ par année de plus, 10 millions de façon subséquente. Là. Donc 13 millions sur une première et ensuite 10 millions. Le gouvernement, cette année, avec l'aide du GACEF, il y a eu du lobbying de fait auprès de différents ministres, du cabinet, et le premier ministre. Puis la beauté de ceci, ce n'était pas seulement le ministère qui faisait ce lobbying-là. Vous savez que ce n'est pas évident, il y a un rouage gouvernemental, mais avec l'aide du GACEF, qui est cet organisme qui est co-présidé à la fois par le ministre
et par le président à ce moment-ci de la Fédération des conseils d'éducation. On a été capable de faire un peu de lobbying. Puis le gouvernement a débloqué, puis Pierre-Marcel avait mentionné qu'on pouvait commencer avec un fonds de démarrage puis d'environ 1 million, 800 000, 1 million, je crois. Puis le gouvernement a débloqué un fonds pour ce qu'on appelle le fonds pour... on l'appelle le fonds Pierre-Marcel, mais c'est pas ça qui est le vrai nom. Ils ont débloqué un fonds d'à peu près 1,5 million pour l'année en cours. Donc l'année scolaire présente, il y a 1,5 million qui est donné au GACEF. Puis là, il a été divisé par le GACEF. On a trouvé là où sont les places qu'on peut aller attaquer le plus vite. Puis on l'a distribué, cet argent-là, ou on est en train de le distribuer à ce moment-ci. Donc ça, c'est pour la partie financement additionnel pour l'école francophone. Mais ça, on pourra s'en reparler mardi matin, peut-être. On pourra en parler avec une plus grande conduite. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport sur la petite enfance. Ce que j'ai mentionné, c'est que la direction générale, la bulle du centre, le grand cercle au centre, OK? Il y a déjà, la petite enfance est déjà rendue au ministère de l'Éducation et de la petite enfance. Ce qu'on veut, c'est qu'éventuellement, qu'il y ait des employés qui vont rester au ministère, mais que ça soit sous la tutelle du conseil d'éducation, ou des conseils d'éducation du district, OK? Puis ce qu'on veut, c'est que la direction, Bureau central francophone, qui est José Nadeau, se rapporte au sous-ministre adjoint. Tout de suite, ça ne fait pas partie de la loi sur l'éducation, ceci. OK? C'est sur la loi de la petite enfance. C'est assez complexe, là. Mais je pense qu'on a fait un beau chemin, là, depuis. La direction générale, là, la direction du Bureau central ne se rapporterait pas à la direction générale, qui est Nicole Gervais, que j'ai mentionné. Elle se rapporterait au sous-ministre adjoint, puis ça serait enchâssé dans la loi sur l'éducation. OK? Ça va se faire pendant les années. On travaille en collaboration lors des forums avec les conseils d'éducation pour justement, puis les conseils d'éducation posent la question lors du dernier forum, c'est clair, qui ont demandé où est rendue cette intégration-là, puis quand est-ce qu'on peut s'attendre d'avoir une inclusion complète. La SNB aussi, Mme Nicole Gervais fait des présentations, elle est demandée de faire des présentations pour démontrer le cheminement qui se fait. Mathieu Long aussi, qui est ici dans la salle, a écrit une chronique hier de l'Académie Nouvelle qui parle justement de l'intégration de la petite enfance et de la politique d'aménagement linguistique et culturel. Est-ce que vous avez des problèmes? Ma question, c'est est-ce que vous avez des problèmes avec ceux qui ont des garderies bilingues? Je pensais que vous alliez l'oublier, ce parti-là. Il y a ça. Pas pour des raisons financières, je n'ai pas entendu parler de ça, mais il y a peut-être. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas écoute de tous ces commentaires-là ou les commentaires qui peuvent être émis. Mais je peux vous dire que c'est pas facile parce qu'il y a une perception, comme ça a été le cas pour les écoles bilingues, que c'est important pour le bilinguisme de la province, mais c'est les mêmes raisons qui sont évoquées souvent pour les garderies. Si on veut une province bilingue, bien, mon enfant doit être bilingue, puis on veut des garderies bilingues. Mais il y a de plus en plus d'éducation qui se fait avec ces garderies-là. Puis parce que c'est qu'on fait partie maintenant du territoire d'un district ou d'un conseil d'éducation, on a des gens qui s'occupent juste des francophones, non pas des deux secteurs. Dans ce cas-là, on est capable vraiment d'éduquer davantage les garderies. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Oui, mon nom c'est Rodrigue Landry, ancien professeur et doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, maintenant à la retraite. Je suis content que la diapositive est restée parce que justement, si j'ai bien compris, la direction générale disparaîtrait au profit de la dualité de l'éducation et de la petite enfance, ce qui veut dire que la petite enfance ferait vraiment partie de la dualité. Maintenant, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est quand même, ça c'est des structures que moi c'est la première fois que je vois, là, écrit, j'avais une connaissance générale, mais je la trouve éclairante, et j'ai compris que c'est un processus graduel pour arriver à la dualité, mais je me questionne du point de vue des parents. En 1994, Réal Allard et moi-même, on avait fait un sondage au Nouveau-Brunswick, et c'était frappant comment encore en 1994, même si on avait la dualité depuis 20 ans,
il y avait encore 50% des parents, quand on leur demandait si vous aviez le choix, qu'est-ce qui serait la meilleure option pour votre enfant de devenir un bon bilingue? Et c'était encore 50% français et 50% anglais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser un terme qui n'était pas très populaire chez les sociologues, on parlait de naïveté sociale, dans le sens que les parents oubliaient qu'il y avait une société qui s'occupait de la langue aussi, et pas seulement l'école. Et donc, maintenant, la question est, maintenant, on s'en va vers la petite enfance, qui est un atout pour la francophonie, j'en suis d'accord, mais c'est maintenant 32%, disons un tiers des parents, dont les enfants peuvent aller à l'école française, on est le terme qu'on utilise d'ailleurs en droit francophone, sont issus de familles exogames. Okay? Et s'il y a encore beaucoup qui ont cette fausse croyance-là, que la meilleure façon de devenir bilingue, c'est par l'éducation bilingue, ça pourrait encourager, par exemple, chez beaucoup de parents exogames, de choisir l'immersion plutôt que l'école française, même si l'école française donne un bilinguisme nettement supérieur à celui de l'immersion. Donc, est-ce qu'on a prévu dans toute cette structure-là une sensibilisation des parents? Parce que là, le système d'éducation devient un peu responsable de tous les enfants de 0 à la 12e année, comme vous avez dit. Donc, est-ce qu'on sensibilise les parents pour qu'ils comprennent qu'il y a deux structures et que l'enfant ne va pas perdre son anglais parce qu'il a des services en français et que s'intégrer dans la structure francophone est peut-être ce qui garantit le meilleur bilinguisme? C'est juste Rodrigue qui peut poser ces bonnes questions-là. Je dois vous avouer que je n'ai pas toutes les réponses à cette question-là. Puis, il y a eu des campagnes quand même qui viennent d'être faites. Ça a été mandaté par le GACEF. Suite à une présentation que vous aviez faite, à un moment donné, on parlait de la petite enfance, puis je pense que c'est l'AFNB Québec. C'est un genre de colloque, je pense, mené par l'AFNB. Et vous aviez parlé justement de cette importance de sensibiliser les parents. Il y a eu une campagne de sensibilisation qui vient de se terminer. Si elle est terminée, alors, elle a débuté environ au mois de mai, juin. C'était en collaboration avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, l'AFNB et le ministère de l'Éducation. On a donné le mandat à la Fédération des jeunes. C'était un petit peu en dehors de des habitudes qu'ils avaient. On leur a donné un fonds. Ils ont créé une campagne de publicité. Vous avez peut-être vu à la télévision francophone et anglophone, Madame Yvonne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que c'est que vous voulez. Mais ça, c'est une campagne de sensibilisation qui avait été faite. C'est la Fédération des jeunes qui l'a menée. Maintenant, je pense que c'est une partie de ça. Ce n'est pas la réponse à tout. On a bien du travail à faire pour s'assurer. Les statistiques, quand même, je ne les ai pas, puis je n'oserais pas essayer de trouver ça, là. Mais il y a plus de garderies à ce moment-ci, francophones, unilingues francophones, dans le 767 total. Donc, c'est un bon signe. Je pense qu'on parle de 40%. Il ne faut pas le perdre. Il faut continuer à gagner là-dessus. Puis je pense qu'avec la structure qu'on met en place ici, puis avec la structure qu'on met en place dans les districts scolaires, avec les directions qui sont là, je pense, j'ose croire que ça va avancer davantage. Mais ce n'est pas du travail qui se fait avec les parents, c'est du travail qui se fait avec les garderies. Donc ça manque, il y a un maillon manquant, possible. Alors, je veux remercier les gens dans la salle pour leurs questions, mais je veux aussi prendre une minute pour remercier M. Richard pour avoir venu partager avec nous. Je trouve que c'est un fil conducteur très intéressant que ce matin, on a eu les panélistes qui nous ont parlé du travail qui s'est fait pour obtenir la dualité. Et avec les propos de M. Richard, on a vu qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons. Il a su nous parler des réussites de la dualité avec la PALC, avec les initiatives des jeunes francophones, avec les différents succès que nous avons. Et je pense que c'est le fruit de tous ces luttes-là qui ont eu lieu.
Alors, Monsieur Richard, nous voulons te remercier d'être venu partager avec nous l'état actuel de la situation et c'est la Société historique acadienne qui vous offre ce petit cadeau. Merci. Je voudrais juste dire quelques mots pour le colloque de cet après-midi avant d'inviter M. Jean Daigle à venir clore et faire la synthèse de ce colloque ici. Cet après-midi, nous avons pensé à la Faculté des sciences de l'éducation organiser un colloque sur les identités linguistiques. Nous pensons que ça fait une belle suite aux réflexions de ce matin. Je réfléchissais quand j'écoutais les panélistes, quand j'écoutais M. Richard, qu'à l'université, ici à la Faculté des sciences de l'éducation, il y a eu des travaux qui ont été menés, entre autres par Réal Allard et par Rodrigue Landry, pour avoir un doctorat en éducation ici à l'Université de Moncton. En 2001, j'étais parmi la deuxième cohorte de ce doctorat-là et j'ai pu être l'étudiante de M. Allard et M. Landry et j'ai pu entamer des réflexions au sujet de l'éducation en milieu minoritaire. Et une des questions qui se pose beaucoup chez les enseignants, chez les directions d'école, dans les districts à travers le Canada, c'est cette question d'identité. Et nous avons des étudiants au doctorat qui font des recherches et qui réfléchissent à ça. Et j'ai invité, je suis fière de dire qu'il y aura 4 étudiants de l'Université de Moncton au doctorat qui feront des communications cet après-midi, mais j'en ai invité de d'autres universités aussi. Il y a une communication, justement, on parlait des parents. Il y a une communication où est-ce qu'on se pose la question comment vit le parent anglophone l'expérience d'un parent qui est dans un mariage exogame et qui met son enfant dans une école française. Comment est-ce qu'il vit ça? Alors, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Nous avons aussi des réflexions sur le multiculturalisme dans nos écoles et sur l'identité qu'on commence à appeler l'identité bilingue. Donc, je vous invite à vous joindre à nous cet après-midi pour ce colloque-là. Je pense qu'il va y avoir des réflexions très intéressantes. Si vous avez eu le programme, vous avez les titres des communications et les communicateurs et communicatrices. Et par la suite, c'est pas écrit sur le programme, mais à la fin du colloque, je vous invite à un vin fromage qui sera au salon du personnel vers les 4 heures. Donc, sur ce, je cède la parole à M. Jean Daigle qui va clore ce colloque sur la dualité linguistique en éducation. Si vous regardez sur votre programme, c'était M. Raymond McLaughlin qui devait conclure le colloque ce matin. Maintenant, il a été terrassé par la grippe qui se présente beaucoup plus tôt cette année, je pense. Alors, on a demandé à un plus ancien président de la société de venir remercier à la fois les panélistes, M. Frenette, M. Michaud, M. Cormier, M. Saint-Onge, et le conférencier, le sous-ministre, M. Gérald Richard. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir un bouquet de belles expériences, surtout des gens qui ont vécu les luttes pour en arriver à une dualité linguistique dans la province et profiter aussi des renseignements qu'a déjà donné le sous-ministre concernant le fonctionnement actuel du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Alors, je pense qu'il est intéressant de pouvoir constater qu'il y a du chemin qui a été fait et la Société historique qui a été, comme le disait le président ce matin, créée il y a plus de 50 ans, œuvre et un partenaire quand même constant dans la recherche et dans le développement de la connaissance historique et s'associe à toutes sortes
d'occasion pour participer au développement des connaissances en histoire. Et je tiens à remercier la direction de la Faculté des sciences d'éducation, Mme Marianne Cormier, la directrice, de nous avoir permis de s'insérer dans une journée d'études, une journée de réflexion comme telle sur l'éducation. Et la Société historique, comme vous avez pu le constater, on a disposé sur une table des anciens numéros comme tels des cahiers. On vous invite de vous en servir, d'en prendre des copies. Et nous avons aussi mis à votre disposition des bulletins d'adhésion comme tel. Alors, le dîner ce midi sera libre et, comme le disait Mme Cormier, vous êtes invités à revenir à 1h30, si je regarde le programme, et il y aura une présentation de plusieurs recherches actuelles comme telles sur le phénomène, sur l'éducation comme telle dans la province. Alors, c'est un mélange quand même assez intéressant. Ce matin, on a fait l'histoire, on est allé dans le passé, et là maintenant, on aura comme telle des présentations sur la situation actuelle de l'enseignement et de la création de l'identité acadienne. Alors, sur ce, on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation, et on vous invite à vous revenir cet après-midi. Alors, bon appétit.